Je vais maintenant passer la parole à un invité du Congrès qui va parler au nom de tous les invités. Je vais demander à Patrick Lebert de bien vouloir venir à la tribune. Bien, camarades, je suis heureux de vous apporter le salut des UD voisines, celles qui sont un peu plus éloignées, et même des fédérations éminemment représentées, et de tous les invités à ce congrès qui est un grand congrès. J'ai participé moi aussi à de nombreux congrès de l'UD du Maine-et-Loire et je vois à chaque fois l'évolution, les effectifs augmenter, et je m'en félicite. C'est vrai que c'est une UD qui a une histoire. Daniel a rappelé tout à l'heure la Marianne, Ludovic Ménard, Charles Damien, c'est quand même pas n'importe quoi. Il a rappelé Jouot, qui était adhérent dans ce département. Le rôle également, c'était la CGT à l'époque, pendant la guerre, pendant la résistance. Il a fait allusion à Patou, qui est décédé il y a peu de temps, que j'ai bien connu, et qui a joué un rôle, comment dire, déterminant, et pour ceux qui connaissent l'histoire, j'en dirai pas plus, énergique, pour faire en sorte que l'UDCGT passe à force ouvrière. Il avait des arguments qui étaient difficiles de contester, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'était efficace. Donc cette UD a cette histoire, et bien sûr, après, il y a eu d'autres secrétaires d'UD. Daniel en est dernière en date, et il fait partie, avec tous les militants, de la grande histoire de cette union départementale. Mes camarades, l'histoire est importante, mais l'histoire, nous la faisons chaque jour par notre action militante, et nos successeurs jugeront dans quelques années de ce que nous avons fait les uns et les autres. Et en tout cas, l'histoire que nous faisons aujourd'hui, elle se situe dans un contexte tout à fait particulier. C'est évoqué par de nombreux délégués. Effectivement, nous vivons une période de crise majeure. Alors on dit crise du système capitaliste, c'est vrai, mais c'est plus que ça. C'est une crise du système, bien sûr, mais une crise sociale. Nous voyons bien que ce monde est en pleine ébullition, qu'il se passe beaucoup de choses, pas simplement en France. Il y a peu de temps, c'était en 2010, il y a eu les événements en Tunisie suite au suicide de ce jeune au chômage. Il y a eu les événements en Égypte. Plus récemment, vous avez peut-être vu comme moi ce qui se passe au Canada. Il y a tout ce qui se passe en Europe, la Grèce bien sûr. Beaucoup de camarades y ont fait allusion. Et ce qui se passe en Espagne. J'ai vu récemment à la télévision un reportage sur la grève de la sidérurgie dans les Asturies. La façon dont les camarades se battent là-bas contre les forces de police. Ça me rappelait d'ailleurs, les Asturies, c'est une région d'Espagne qui a une grande histoire. Ça me rappelait la grève des mineurs des Asturies à l'époque contre le régime de Franco. Lorsqu'on voit la brutalité de ces combats, on se dit vraiment qu'il se passe quelque chose dans ce monde. Alors cette politique, nous la connaissons, elle a été décrite par de nombreux camarades. Bon, c'est une politique impulsée par le FMI, par la Troïka au plan européen. On peut dire même que tout ça remonte aux années 80. En France, on peut le dater. Nous sommes toujours dans le cadre du tournant de la rigueur de 1982. Je rappelle souvent qu'à l'époque, Lionel Jospin, qui était premier secrétaire du Parti socialiste, avait indiqué que le tournant de la rigueur n'était qu'une parenthèse. C'est une parenthèse qui dure un peu trop longtemps à notre goût et qui provoque bien des dégâts, non seulement en France, mais à l'échelle de l'Europe. Alors camarades, s'agissant de la France, nous sommes effectivement une situation un peu nouvelle, bien sûr. Il y a ce cadre politique général, et puis il y a un nouveau gouvernement qui est arrivé. Bon, les choses ne sont pas encore terminées, parce qu'il reste encore un épisode. Il y a les élections législatives, le deuxième tour dimanche prochain, qui provoque quelques commentaires amusants avec les tweets qui se baladent. Enfin, tout ça, c'est de l'anecdote, mais
plus fondamentalement, je crois qu'on peut dire qu'on sent quand même que les choses, que ça bouge. Je ne sais pas ce que fera ce gouvernement. Bon, il y a la politique au plan européen, il y a la volonté de poursuivre la politique de rigueur, mais tous ces gouvernements se heurtent quand même avec des résistances. Regardez ce qui s'est passé en Espagne, lorsque l'Europe a prêté 100 milliards aux banques espagnoles. Le chef du gouvernement espagnol, Rajoy, a été obligé de camoufler un peu les choses en disant qu'il n'y a eu aucune contrepartie. En réalité, nous savons qu'il y a des contreparties qui s'est engagé à tirer encore la vis de la rigueur. Mais compte tenu de la situation en Espagne, du mécontentement en Espagne, où plus de 50% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage, le gouvernement espagnol est obligé de tricher, de camoufler les choses, parce que s'il devait annoncer aujourd'hui en Espagne qu'en échange des 100 milliards, il avait accepté de tourner un tournevis supplémentaire à la rigueur, bien sûr, ça provoquerait l'explosion en Espagne. Nous sommes dans cette situation où, je crois pouvoir le dire, c'est mon analyse en tout cas, où on voit bien que le FMI, la Troïka veulent poursuivre cette politique, mais à chaque fois, ça se heurte à des résistances, tant sur le terrain direct de l'unité des classes que même sur un plan électoral, puisque quand on fait les comptes, camarades, depuis ces derniers mois, il y a quand même 8 gouvernements qui ont changé de couleur. À chaque fois qu'il y a une élection dans un pays quelconque, le gouvernement qui est au pouvoir, quelle que soit sa couleur politique, il est viré pour en mettre un autre. Ça dure pas très longtemps. Quand on met à la place des émissaires, des hauts fonctionnaires, que ce soit en Grèce ou en Italie, très rapidement également, ils se trouvent discrédités. Et donc ce mouvement-là, qui est ce mouvement qui vise à continuer à appliquer cette politique, et il y a cette résistance qui s'exprime de la part de la classe ouvrière, et je dirais même plus largement des peuples, parce que nous avons vu par exemple en Grèce comment parfois, même des petits patrons allaient manifester avec les travailleurs, parce que même les classes intermédiaires sont victimes de cette politique, ils sont réduits à la misère, ils en sont réduits au suicide. En Grèce, par exemple, les pénuries maintenant de médicaments. Voilà, camarades, la conséquence de la politique qu'on nous avait présentée à l'époque, souvenez-vous de Maastricht. On nous expliquait que grâce à l'euro, grâce à la monnaie unique, grâce à l'Union européenne, eh bien demain, en Europe, enfin on avait en quelque sorte 1000 ans de bonheur devant nous. Au passage, je reprends cette formule, parce que c'était la formule qu'Hitler utilisait à l'époque, où lui aussi nous parlait d'une nouvelle Europe. Camarades, ce bilan est catastrophique, et il est parfaitement clair qu'il nous faudra combattre. Mais nous combattons dans des situations où la classe ouvrière en France comme en Europe résiste. Elle n'est pas écrasée. Regardez bien ce qui se passe partout. Et en France également, nous avons résisté, certes, nous avons pris les coups, que ce soit sur les retraites, que ce soit dans d'autres domaines, sur les salaires, nous avons pris les coups, mais nous ne sommes pas écrasés. Et si nous ne sommes pas écrasés, camarades, nous le devons aussi au fait qu'en France, nous disposons d'une organisation libre et indépendante. Alors, camarades, moi je vais vous dire une chose. Je ne sais pas ce que demain sera fait parce que je ne lis pas la marque de café. Ce que je sais, c'est que l'histoire, puisqu'on parlait d'histoire tout à l'heure, l'histoire c'est nous qui la faisons, et l'avenir dépend de notre capacité à nous battre et à nous organiser. Nous verrons bien ce qui se passera. Ce gouvernement, bon j'ai vu, et j'approuve d'ailleurs au passage la résolution que vous avez votée, même si je n'ai pas mon mot à dire dans ce qu'on voit de ce point de vue, je le dis quand même, je l'approuve, avec une petite nuance, camarades. L'histoire des retraites, bon, ce que je décris est parfaitement exact. Il n'empêche, 2 mois, c'est pas grand-chose. 2 mois de plus de pris en charge, de valider là pour les congés maladie, c'est pas grand-chose. Mais c'est la première fois, camarades, depuis 20 ans, qu'il y a un tout petit truc qui va dans le bon sens. C'est un tout petit truc. Mais ça va dans le bon sens. Alors qu'on sait très bien que ce que veut l'Europe, c'est aller encore plus loin en matière de retraite. C'est également la volonté de la CGT. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils sont obligés de tenir compte de la situation. Nous avons été reçus en Loire-Atlantique avec tous les syndicats à propos de la situation de STX. On verra bien ce qu'ils feront. Pour notre part, nous avons développé devant nos tours les positions de l'Union départementale. Nous demandons la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire. Nous verrons bien ce qu'ils feront. En tout état de cause, nous devons considérer que nous ne sommes pas vaincus,
que l'avenir nous appartient, et c'est en fonction de notre capacité à mobiliser et à créer un rapport de force que nous pourrons obtenir les résultats. Et puis vous savez, camarades, en haut aussi, ils peuvent avoir peur. Il y a des moments où en bas on ne veut plus. Nous sommes dans une situation où dans beaucoup de pays, en bas on ne veut plus. Mais en haut, il y a bien des moments où je sens qu'en haut ils ne peuvent plus. Ils ne peuvent plus. Ils commencent à se dire ça va nous péter la gueule, il faut peut-être commencer à faire les concessions. Les choses peuvent évoluer. Écoutez, la Confédération européenne des syndicats. Ça fait des années que je combats les positions de la Confédération européenne des syndicats et que je dis à Jean-Claude, qu'est-ce qu'on branle dans ce truc-là? Ils accompagnent tout, ils avalent tout. C'est pas un syndicat, c'est pas une confédération, c'est un truc qui accompagne toutes les saloperies. C'est vrai. Sauf qu'ils se réunissent, et je vous retrouve ça, ils se réunissent les 5 et 6 juin, et à ma grande surprise et mon grand étonnement, je vais vous le dire, la Commission européenne, la Confédération européenne des syndicats a adopté une résolution dans laquelle il y a beaucoup de saloperies, hein, je ne vais pas vous le dire. Hein. Mais il y a quand même un truc qui est surprenant quand on sait ce qu'est la Confédération européenne des syndicats. Il est écrit, c'est la raison pour laquelle nous sommes opposés au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne. Eh bien, écoutez, mes camarades, si aujourd'hui la commission exécutive de la CES commence à condamner le TSCG, je vous dis, nous avons des chances de gagner. Ça veut dire qu'au sommet, ils commencent à avoir peur, ils se disent qu'ils vont faire des concessions. Alors oui, camarades, nous tenons pour vous, restons ce que nous sommes, un syndicat libre et indépendant, et c'est comme ça, camarades, que nous renforcerons le rapport de force, et que nous donnons satisfaction à nos revendications. Alors oui, encore une fois, vive Force ouvrière, vive l'unité du Maine-et-Loire. Quand même pour Daniel. Je sais qu'il adore les hommages. C'est son côté féminin. Ne me prenez pas en photo. Bon, d'abord, Daniel, c'est un vieux copain. On a parlé de Luc, mais il y a beaucoup de copains du Maine-et-Loire que je connais depuis longtemps. J'ai fait, je ne sais pas si j'ai parlé de Jean-Paul tout à l'heure, quand j'ai cité les grands ancêtres, en quelque sorte, mais j'ai connu également Jean-Paul Naud, à qui je tire mon chapeau, même s'il n'est plus là malheureusement parmi nous, à qui je rends hommage. Je sais que Daniel a travaillé pendant longtemps, je dirais pas dans l'ombre, c'est pas le bon terme, mais avec Jean-Paul, après que, malheureusement, après son décès, il ait pris la sommité de l'UD. Donc c'est un copain, bon, c'est un militant. Qu'est-ce que je veux dire, ouais. Pour moi, le meilleur compliment que je puisse faire, c'est ça. Donc, un militant, ça, c'est un compliment. Voilà. Donc, c'est un militant. Alors, j'ai appris dans ce congrès que certains l'appelaient idée fixe. Alors, ça, je l'ignorais totalement. Mais je vais vous faire une confidence, je trouve que ça lui va très bien. Ça lui va très bien. Bon, non, attention, Daniel, c'est quelqu'un d'intelligent, on peut causer, on peut discuter, et il peut même parfois reconnaître que, bon, il n'est pas tout à fait raison, donc bon, il peut, ça peut arriver. Mais nom de Dieu, quand il décide quelque chose, ça, c'est même plus la peine. Moi, j'ai appris ça. Il y a quelques années, j'ai essayé de le convaincre, ça ne servait à rien. Donc maintenant, je ne perds plus mon temps et ma jeunesse. Quand il a dit non, c'est non. Quand il a dit oui, c'est oui. Et l'affaire est réglée comme ça. En tout cas, moi, je sais qu'il restera militant, parce que c'est, quand on est militant, on reste militant toute sa vie. Je ne sais pas exactement quelles sont ses intentions, parce que c'est quelqu'un d'assez discret par ailleurs. Mais je veux dire, il y a une autre qualité également. Et je crois que tous les militants doivent s'efforcer de faire ça, ce qui n'est pas toujours simple, c'est d'assurer la continuité, assurer la succession. Je sais que dans le Maine-et-Loire,
c'est fait. Alors je ne sais pas si c'est Fatbala. J'en sais rien. Camarades, il faut respecter les statuts. La commission exécutive, brillamment élue, va se réunir et va décider en toute souveraineté. En tout cas, bravo à Daniel. Merci de vous que l'avez fait. Bon courage à l'équipe qui suivra. Et moi aussi, j'en doute pas, les choses continueront. Et la prochaine fois, je crois qu'on va prendre une salle plus grande. Puisque je sais que le Daniel, là aussi, il était comme un bonheur, il avait pris cette salle-là, il y avait trop de monde, il dit tant pis, on reprend pas, moi j'aurais des inscriptions. La prochaine fois, camarades, il faudra prendre une salle un peu plus grande. Merci, camarades. Merci.